Et donc, ce que je vais vous présenter ici, ça a été l'objet d'une partie de ma thèse. Ouais. Et il y a eu une autre partie qui était en effet sur le profil des bailleurs. Et les comparaisons que moi j'ai pu faire, juste pour dire comme ça, elles étaient extrêmement similaires aux résultats de François, alors que c'est avec d'autres méthodologies, j'avais des résultats au pourcentage près similaires. C'est un peu mieux. Ouais, Donc, ça me va. ceci. Ok. Mais du coup, tu le fais en mode. Je vais faire comme ça. Dis-moi, pour ça, Ok, parfait. Donc, voilà, pour expliquer le questionnement auquel je souhaite répondre pour cette présentation, ben, en effet, je suis parti d'un des résultats que François a expliqué ici, qu'en gros, les loyers étaient un transfert qui vont de ménages en gros plus pauvres vers des ménages en gros un peu plus riches. Euh, mais que, il n'a pas insisté là-dessus, mais en fait, parmi les locataires, il y a aussi des ménages qui ont des revenus qui sont dans la moyenne, hein, donc il y a une hétérogénéité des revenus des locataires, et baisser les loyers, une mesure qui baisserait les loyers de manière généralisée, mais ça impliquerait des bénéfices, surtout pour ceux qui ont des loyers élevés. Euh, et imaginons un loyer de 450 euros, si on le fait baisser de 10%, eh bien, la personne récupère 45 euros. Alors que s'il y a un loyer de 3000 euros, on lui fait baisser de 10%, récupère 300 euros. Hein. Donc, et on peut imaginer que ceux qui ont des loyers plus élevés, ce sont des locataires plus élevés. Et donc, on était parti de la proposition de taxer les loyers pour les redistribuer. Notamment, ça pourrait être de façon via la construction de logements sociaux. Donc c'était un petit peu la proposition que je développe dans la thèse. Et donc, il y avait deux questions opérationnelles que j'ai creusées. C'est comment fonctionne la taxation des loyers actuels et quelle est l'ampleur de la taxation. L'ampleur de la taxation, ça permet aussi de se demander, bien, en fait, quelle est l'ampleur des loyers que les propriétaires se mettent dans la poche. Donc, ma présentation est structurée en deux parties. La première, c'est sur le fonctionnement de la taxation. Et le deuxième point, c'est sur le croisement que j'ai fait entre les données issues du cadastre, donc, qui servent aux résultats que François a utilisés, donc les données de propriété, avec des données d'enquête de l'Observatoire des loyers. Donc, c'est une enquête où on va poser des questions aux locataires sur leur loyer, les caractéristiques de leur logement, etc. Bon, ça c'est le slide chiant et compliqué. Je ne vais pas l'expliquer en entier. Donc en gros, la taxation, elle porte à la fois sur les transactions immobilières et sur la possession de logements. Donc sur les transactions, je vous laisserai ça et vous pourrez lire. Moi, ce sur quoi je me suis intéressé, c'est sur la possession. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas tant intéressé aux transactions? C'est parce qu'il y a de 6 à 8 000 transactions par an et environ 3 à 4 000 logements neufs par an. Hein, sur les 500 000 logements, donc on a environ 1,5% du parc de logements qui est revendu par an. C'est quand même une faible proportion, alors que le précompte immobilier et les taxations via l'IPP, ça concerne tout le monde. Donc, c'est les deux façons dont sont taxés les loyers. C'est via le précompte immobilier, hein, que j'appellerais PRI dans le reste de la présentation, et impôt sur les personnes physiques, IPP. Donc, ces deux impôts ont une base fiscale commune qui est le revenu cadastral. Donc, le revenu cadastral, donc, c'est censé être le revenu fictif qui correspond au revenu annuel moyen net qu'un immeuble procurerait à son propriétaire. Donc, c'est si on mettait le logement en location, combien est-ce qu'il nous rapporterait? C'est ce que est censé être le revenu cadastral, en tout cas tel il est défini légalement, et c'est la base qui est utilisée pour l'IPP et le précompte immobilier. Alors, il y a trois méthodes pour définir, donc la loi prévoit trois méthodes pour définir ce revenu cadastral. La première méthode, c'est la méthode de la valeur vénale. L'idée, c'est de
de définir une valeur locative sur base des caractéristiques du bien. Donc, c'est un petit peu ce que fait la grille des loyers. Donc, on dit, est-ce que c'est une villa, un appartement, où est-ce qu'il est situé, quel est l'âge du bâtiment, quels sont les niveaux de confort, évalué par est-ce qu'il y a une salle de bain, oui ou non. Donc, par exemple, selon le revenu selon la base de données du cadastre, il y a plein de logements qui n'ont pas de salle de bain. Forcément, cette donnée n'est pas à jour. Est-ce qu'il y a présence de chauffage central, oui ou non? Donc, c'est assez sommaire pour évaluer le confort et la qualité des matériaux. Ensuite, on a un revenu, une valeur locative par mètre carré qu'on multiplie par la surface utile. C'est une méthode un peu compliquée pour évaluer la surface, mais qui est standard, en tenant compte des greniers, etc. Et on retranche 40%, donc on multiplie par 0,6, 1 moins 0,4. Et donc, c'est le net qu'il y avait dans la présentation, qu'il y avait dans la définition. L'idée, c'est qu'on laisse une partie du revenu du propriétaire pour entretenir son logement. Et cette proportion est évaluée à 40%. Alors, j'y reviendrai. Il y a beaucoup d'études qui disent que c'est vachement surestimé, qu'en fait, pour entretenir un logement, il y a besoin de beaucoup moins, plutôt autour des 20%. Mais voilà, c'est peut-être aussi un des aspects sur lesquels travailler pour travailler sur la taxation. Alors, l'idée, c'était que tous les 10 ans, l'administration actualisait ses revenus cadastraux. Donc, c'est ce qu'on appelle la péréquation cadastrale. Donc, le péréquation, c'est un mot compliqué pour dire de mise à égalité. Donc, c'est mise à égalité entre ce qu'il y a dans la base de données et la réalité. Et la dernière péréquation, elle date de 1980 en Belgique, donc, qui était sur les données de 5 ans avant, donc de 1975. Donc, on arrive bientôt aux 50 ans de non-péréquation. Il y a la deuxième méthode qui était censée être une méthode entre les péréquations, qui est la méthode de valeur par comparaison. L'idée, c'est d'utiliser un bien similaire et sur base de ce bien similaire, définir le revenu cadastral. Et puis, il y avait une troisième méthode qui, elle, est la méthode valeur vénale. Là, l'idée, c'est c'est surtout utilisé pour les terrains à bâtir, et c'est de faire la valeur d'achat multipliée par un coefficient qui était le pourcentage sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Bref, en gros, cette méthode-là est moins utilisée. En gros, on utilise aujourd'hui la méthode par comparaison à défaut d'utiliser la valeur vénale. Si j'ai fait une carte donc, de ce revenu cadastral, donc j'ai divisé le revenu cadastral par la surface utile, hein, et qu'est-ce que ça nous donne comme géographie? Eh bien, ça nous donne une géographie de Bruxelles que je n'ai jamais connue, qui est en gros Bruxelles de 1975. On voit très fort les quartiers ici, Saint-Gilles, Ixelles et Torbeek, avec des revenus cadastrales par surface utile très faibles. Qui en gros sont les quartiers qui n'avaient pas encore subi les processus de gentrification. On voit aussi des chaussées, comme la chaussée de la Genberg ici, ou comme la chaussée de Wavre ici, avec des revenus cadastraux par surface utile qui sont plus faibles. Donc, il y a deux impôts qui utilisent ce revenu cadastral. Le premier, c'est le précompte immobilier. Comment est-ce qu'est calculé ce précompte immobilier? C'est un petit peu compliqué. Donc, on utilise le revenu cadastral indexé. Donc, on prend le revenu cadastral, on lui met un taux d'index et on le multiplie par le taux global. Donc, le taux global, c'est l'addition des taux communal, agglomération et taux régional. Le taux communal, il est défini par les communes et on le calcule en faisant le taux régional fois les centimes additionnels communaux. Et puis le taux agglomération, c'est le taux régional fois les centimes agglomération. Ensuite, il y a toute une série de déductions que je n'ai pas pris en compte dans mes estimations pour le faire de façon prudente. Donc, il y a des exonérations pour les propriétaires occupants, il est bien classé, les maisons dites modestes. Et puis, si le ménage comprend des personnes handicapées, des invalides de guerre ou des enfants, alors il y a aussi des exonérations. Donc, en gros, quelle est l'ampleur de ces taux? Eh bien, en fait, le taux global varie entre 38 et 62%. Donc, en gros, on va de 1 à 1,6 selon la commune où on est, puisque, en fait, les communes interviennent énormément dans ce précompte immobilier. Et en gros, les communes aisées taxent moins que les communes pauvres. Quand on a ici, on a Odergem, Levolué, Watermal-Boisfort, Uccle, et en haut, on a Jet, Evers, Schaerbeek, Molenbeek, Anderlecht. Et on a une répartition qui, selon les communes, varie entre 65 à 78%. Donc, il y a
entre 65 et 78% du précompte immobilier qui est collecté qui va pour les communes, le reste qui va pour la région. Mais comme je vous montrais tout à l'heure, comme la région intervient même pour définir le taux communal, en fait, cette possibilité de répartition pourrait changer si, imaginons qu'elle dit, bien, en fait, on va augmenter le taux régional de sorte que on va augmenter le taux agglomération histoire qu'on récupère plus, mais que, en fait, vous conserviez en gros les mêmes recettes. Donc, tout ça est possible à faire par la région. Le deuxième impôt, c'est l'IPP, donc c'est l'impôt fédéral sur les personnes physiques. Donc en gros, c'est l'impôt qui taxe l'ensemble des revenus. Et il ne taxe que si le logement est loué. Alors si le logement est loué, les revenus sont pris en compte dans l'IPP. Pour ma part, j'ai une interrogation sur comment est-ce qu'ils font pour savoir si le logement est loué. Voilà, c'est une vraie interrogation. Je ne sais pas comment l'administration fait ça. Peut-être que là-dessus, il y a à creuser. C'est simplement si l'adresse de la déclaration ne correspond pas à l'adresse du bien de propriété ou estime qu'il est. Alors, estime que OK. Merci. Et alors, comment est-ce que fait ce calcul? Eh bien, on prend le revenu cadastral indexé, qu'on multiplie par 1,4. Alors, ce 1,4, il a été décidé un peu, semble de façon arbitraire, pour compenser la non-péréquation. Et puis ensuite, donc, ce revenu est mis dans les autres revenus. Alors, il va être taxé selon la tranche d'impôt dans laquelle on est. Donc, c'est différents paliers qui vont de, en gros, 25% à 50%. Alors, pour faire une hypothèse maximaliste, on arrive à 50%. Voici la deuxième partie de la présentation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé les données de l'Observatoire des loyers. Donc, j'avais des points avec tous les enquêtés, avec la base de données du cadastre. Alors, j'ai pu utiliser que les données de l'Observatoire de 2017-2018 parce qu'il n'y avait que pour ces années-là qu'on avait les adresses pour des questions de RGPD, etc. Et le croisement était compliqué. Donc, ce que je vous fais là, c'est un peu pour vous faire un peu de transparence sur peut-être la prudence qu'il faut faire des résultats que je tire, qui est des difficultés méthodologiques, qui est que il n'y a que pour 19% de mon échantillon que je suis tombé sur une parcelle cadastrale où il n'y avait qu'un seul logement. En fait, dans la plupart des cas, soit il y avait plusieurs logements, soit je n'ai pas réussi à géocoder parce que l'adresse qui était donnée était tellement mal écrite qu'on ne comprenait pas ce qu'il y avait, ou qu'il n'y avait pas ou qu'il y avait pas d'adresse, ou que la parcelle qui était renseignée, en fait, il n'y avait pas de logement mis dessus. Donc, en fait, voilà, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai quand même utilisé ça et je vous présente ces résultats-là. Donc, la première comparaison que j'ai faite, c'est que j'ai comparé le loyer avec la valeur locative. Donc, la valeur locative en réajoutant le fait qu'on avait retranché donc, le revenu cadastral. Pardon. Donc, le revenu cadastral, c'est 0,6 fois la valeur locative. Donc, mon objectif, c'était de comparer ce qui était censé être le loyer selon la base du cadastre. Ce que j'observe, c'est que la médiane est à 28%. Donc, que pour la moitié de mon échantillon, le revenu, le loyer fictif selon la base de données du cadastre est équivalent à 28% du loyer effectivement observé par l'Observatoire des loyers. Et que on a 15% des observations qui ont une valeur locative qui est supérieure à 50% du loyer. Donc, vraiment, on a une valeur, locative théorique dans la base du cadastre qui est vraiment largement sous-estimée par rapport à ce qui est pratiqué dans la réalité. L'autre élément important, c'est qu'en fait, il y a peu de relation entre le loyer et le revenu cadastral. Donc, j'essaie de voir si, en fait, est-ce que c'était plus ou moins partout sous-estimé ou surestimé de façon égale? La réponse est largement non. Donc, on a un R carré qui est de 0,06, donc ça veut dire qu'il y a 6% de la variance qui est expliquée. Donc, en gros, il n'y a pas de relation entre le revenu cadastral et le loyer. Donc, ça veut dire que pour un même loyer, des gens vont payer des impôts liés à ce revenu cadastral qui vont être très, très différents. Donc, il y a des énormes inégalités entre les contribuables pour des situations similaires.
Ensuite, la question que je voulais poser, c'était quelle est l'ampleur de cette taxation, hein, donc, la taxation au travers de l'IPP, hein, donc selon la méthode que je vous ai présentée, hein, donc le revenu cadastral fois l'index, fois le 1,4 pour la majoration, fois le taux à 0,5, eh bien, j'obtiens que en moyenne, il y a 14% du loyer qui est taxé au travers de l'IPP. Et si je regarde au travers du précompte immobilier, eh bien, il y a environ 10%, donc la moyenne, c'est 10% du loyer qui est taxé au travers du précompte immobilier. Donc, ensemble, on a environ 20 à 25% du loyer qui est taxé. Donc, les 75 autres % du loyer ne sont pas taxés. Alors, on peut penser qu'il y a une partie qui sert pour les assurances, etc. Mais donc, une partie qui est pour l'entretien. Hein, mais donc, que j'avais fait, vous avez déjà présenté ce tableau il y a la première fois. Hein, quand on prend le loyer, si on retranche l'entretien, si on retranche les impôts, eh bien, on a environ 50% du loyer qui va directement dans la poche du propriétaire. Donc, il y a des capacités. Hein, donc, on avait, la présentation de François disait, mais en fait, on se rend compte que c'est plutôt des ménages plus aisés, ils sont minoritaires et en plus de ça, ils s'en mettent dans les poches. Ok. Mais ça, la dernière, c'est moi qui l'ai dit. Et donc, où est-ce que, et quand, hein, quels logements sont le plus épargnés par cette non-péréquation et cette faible taxation? Donc, c'est un peu la question que j'essaie de me poser. Donc, j'essaie de comparer la valeur locative divisée par le loyer observé. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, en proportion, hein, donc en pourcentage, les loyers dans les quartiers populaires sont moins taxés. Peut-être parce qu'ils ont, en fait, ils ont mal pris en compte hein, l'augmentation des loyers qui a eu lieu dans ces quartiers populaires, dans les quartiers populaires, hein, qui a entre autres mené à des processus, qui a entre autres lié à des processus de gentrification. Par contre, si on regarde en euros, hein, donc si on regarde le manque à gagner par la non-péréquation, hein, la carte est toute différente. C'est plutôt dans les quartiers du sud, hein, les quartiers plus aisés, où en fait on taxe peu. Hein, et ça, la raison, c'est parce qu'en fait dans ces quartiers-là, les loyers sont élevés. Et donc même si en proportion on taxe plus, en valeur absolue on taxe moins. Hein, donc en gros, cette non-péréquation, en proportion, elle est plutôt favorable aux propriétaires dans les quartiers pauvres, mais dans l'ensemble, en fait, elle bénéficie plutôt aux propriétaires des quartiers plus aisés. Pour terminer, ce que j'ai essayé de faire, c'était de voir en fait, quelle était l'ampleur de cette taxation possible. Hein. Donc, j'ai pris des estimations un peu grossières, mais quand j'ai comparé au budget, j'ai fait la somme des budgets communaux, etc., j'avais quand même des ordres de grandeur qui étaient cohérents. Si on regarde, si on fait la somme des loyers, hein, donc 750 € fois 12 mois fois le nombre de logements loués, ben on a environ 2,8 milliards d'euros qui correspondent à ce transfert par les loyers. Pour donner un ordre de comparaison, le budget régional bruxellois, c'est 5 milliards d'euros et le budget régional sur le logement, c'est 430 millions d'euros. Si j'ai fait l'estimation, si on retranche l'entretien, et puis j'ai regardé combien actuellement de ces loyers, combien ces loyers étaient taxés au travers de le précompte immobilier et au travers de l'IPP, et ensemble, on a environ 700 millions d'euros qui sont taxés. Si on fait une péréquation, alors on obtient ceci, 2 milliards d'euros possiblement au prix, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour le calcul de l'IPP, il y a une majoration et les taux précomptes sont aussi élevés, tenant compte du fait qu'il n'y a pas eu de péréquation et qu'il y a ce décalage général. Donc les politiciens, de cette manière, vont anticiper ce décalage en augmentant les taux. Donc forcément, ce calcul est un peu absurde. Ce qu'il dit, c'est que s'il y a péréquation, forcément, on va devoir changer les taux. Forcément, on va devoir baisser les taux parce que les taux ont anticipé le fait qu'on avait... on avait ce décalage, mais ça permettrait à une péréquation d'avoir des situations plus égales entre les propriétaires, hein, que quelqu'un a des situations égales, les gens soient taxés de façon similaire, et puis et puis ça pourrait, de manière générale, on pourrait comme ça aussi augmenter la fiscalité générale sur les impôts. Donc, je termine avec cette slide de conclusion. Donc, en gros, les loyers, ce que je montrais, c'est qu'ils sont taxés
entre 20 et 25% par l'IPP et le précompte immobilier, qui n'a pas eu de péréquation depuis 1980 sur les données de 1975. Donc, ma proposition, c'est de faire une péréquation cadastrale. Aujourd'hui, c'est une compétence fédérale qui pourrait être une demande qu'on pourrait régionaliser. Donc, il y a aujourd'hui énormément d'éléments du cadastre qui sont déjà régionalisés. Énormément de compétences liées à ces éléments-là qui sont régionalisés. Et ma deuxième proposition, c'est d'augmenter la taxation. Donc forcément, augmenter la taxation générale, ça pourrait nominativement, s'il y a péréquation, faire par aussi une baisse, mais en gros, que ça augmenterait la taxation globale. Et ceci, ça permettrait de dégager des moyens pour la construction, par exemple, de logements sociaux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et voilà, aussi vous dire que ma thèse est disponible sur Internet si vous voulez la lire, sur le site diffusion de l'ULB, et je vous mettrai le lien